Bonjour à Kombisiri et à Sabou, bonjour à Gassan et à Dassa. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tru TV qui enregistre aujourd'hui la participation d'un invité, un confrère en la personne de Joachim Vokuma, directeur de publication de Cassetto.net. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. Bonjour Président. Nous parlons ce jeudi de la nouvelle vision que compte imprimer la transition rectifiée au chantier de la réconciliation nationale. En plus de notre invité du jour, des juges de ce tribunal siègent à cette audience. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour Président Toumangui, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président Toumangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel que soit le quartier de notre village planétaire d'où vous nous suivez, sur la télé interactive Tru TV et sur la Radio Watt FM 100% urbaine. C'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui démarre avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Séquence avant-propos des juges et nous commençons avec vous, juge Bernard Bougma. Mon avant-propos va concerner l'attaque sur le véhicule de l'ONG Médecins Sans Frontières, et donc effectivement qui a fait des blessés et aussi des tués. Bon, c'est rare, très très rare d'ailleurs, que dans le contexte de conflit, les uns et les autres s'en prennent aux organisations humanitaires, dans le cadre de ce qui est appelé le droit international humanitaire. Donc ces dispositions font que, à la limite, c'est sacré. Donc vous ne devrez pas vous en prendre. Donc les protagonistes ne s'en prennent pas aux organisations humanitaires. Il y a parfois des enlèvements, mais en réalité souvent c'est pour passer un message, ou bien en tout cas il y a un message, un signal qui veut être envoyé. Et quand on est arrivé à une attaque jusqu'à tuer effectivement les occupants, là c'est effectivement un autre niveau. Parce que selon le droit international humanitaire, ce n'est pas des véhicules qui transportent des armes. Il est même interdit d'avoir de l'armement à l'intérieur. C'est pratiquement interdit, donc vous y montez sans armes. Ensuite, il n'est pas permis de prendre un élément des forces de défense et de sécurité. C'est des choses déjà que les protagonistes connaissent. Donc si on est arrivé là, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Qui a ordonné de faire et pourquoi? Et qui, derrière, qu'est-ce que ça cache en réalité? C'est vrai que Médecins Sans Frontières aussi, c'est une ONG française qui est implantée dans plusieurs pays et qui est implantée ici et puis depuis des lustres. J'ai dit, mais dans ce contexte-là, il est rare dans ce genre de conflit que les protagonistes s'en prennent aux ONG, puisqu'il leur est même permis, effectivement, parfois d'aller jusqu'à certaines zones très risquées pour venir en aide aux populations. Puisque d'abord la cible c'est la population, c'est pour apporter une réponse humanitaire à la crise. Donc qui ont accès à des zones difficiles d'accès et des théâtres d'opération pour effectivement apporter cette assistance humanitaire. Donc de là à effectivement s'en prendre à ces organisations, il y a effectivement pour le moment des questions à se poser. Bon, on va attendre les résultats d'enquête. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va révéler, enquête s'il y a lieu, compte tenu des réalités sous-tropiques. Mais c'est une attaque qui doit être sérieusement interrogée pour savoir pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à un convoi humanitaire. Pourquoi s'en prendre à des convois humanitaires? Pourquoi s'en prendre à des populations civiles? Pourquoi s'en prendre aux forces de défense et de sécurité? Pourquoi s'en prendre aux attributs de l'État? Pourquoi s'en prendre à nous tous? Il faut que cela s'arrête. Il faut qu'on sache pourquoi et il faut qu'on trouve la solution pour sortir de ce bourbier. Oui, Choufravara. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner le Mali et puis le document qu'on a vu circuler. 3 mouvements qui ont décidé de s'unir dans la lutte contre l'État central. Ce sont des terroristes, il faut les appeler comme il se doit. Il s'agit du Mouvement national pour la libération de l'Azawad, le MNLA. Il s'agit du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et puis du Mouvement arabe de l'Azawad. Ces 3 mouvements qui ont déjà combattu l'État depuis et puis qui étaient signataires aussi de, je pense, l'accord d'Alger 2015, décident de se mettre ensemble. Donc une entité pleine, politique et militaire, pour continuer leur combat
Ils l'ont signé, je pense, c'est à Kidal même qu'ils maîtrisent très bien et sur lesquels ils ont le contrôle. Moi, quand je vois cette actualité-là, je me dis, je ne dis pas qu'il faut copier ou bien prendre exemple, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce que quand on parle de terrorisme, je ne sais pas ce qu'on peut prendre de bon dedans. Mais s'ils vont, eux, à des regroupements, pourquoi est-ce que nous, on est encore fermés dans nos esprits? Et ça, c'est un vrai problème. La plupart de nos États qui font face à la même réalité n'ont pas forcément la même vision, n'ont pas forcément la même interaction, n'ont pas forcément l'envie d'aller ensemble contre un ennemi commun qui, lui, depuis longtemps a compris que c'est en s'alliant aux autres qu'ils finiront par inverser les tendances. Ils sont devenus plus que nuisibles. Il faudrait que nous aussi, on comprenne que c'est en ratissant large, en mettant les forces en commun, en évitant nos guéguerres et nos bagarres, en pensant que pour l'instant c'est pas chez nous, il faut fermer la frontière, c'est encore chez l'autre, il faut s'arranger à ce que ça ne descende pas ici, c'est pas comme ça. Tant qu'on n'a pas compris que c'est un ennemi commun, c'est une menace commune et qu'il faut une action commune, se mettre ensemble, je pense que ça ne va pas aller. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir dans ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'il faudra retenir en effet, parce que l'unité et l'union faisant la force, c'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons en sortir. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, pourquoi s'en prendre au convoi humanitaire? Pourquoi aussi s'en prendre aux volontaires pour la défense de la patrie? Pourquoi s'en prendre à des leaders religieux? Pourquoi s'en prendre à des fidèles religieux? Pourquoi s'en prendre à nous tous? Acte 4 pour le tribunal de l'actualité cette semaine, avec sur la table des juges le dossier de la réconciliation nationale dont la gestion est réorientée par les nouvelles autorités politiques. Un invité à cette audience, le directeur de publication de Cassetto.net, Joachim Vaucoumar, qui nous livre ses premières impressions sur la nouvelle feuille de route de ce chantier. Joachim Vaucoumar. Oui, merci Président. Je savais que c'est un thème qui n'est pas nouveau, un sujet qui a été débattu en long et en large et qui avait été érigé comme priorité sous d'abord le président Roch Kaboré, qui avait nommé un ministre d'État, Zéphirin Diabré, pour s'occuper de ce sujet-là, parce que c'était devenu quelque chose qui cristallisait les débats et il fallait bien trouver une solution pour tourner la page pour que les Burkinabés se réconcilient. Il y a eu beaucoup de documents qui ont été élaborés. Il y a eu la stratégie nationale de la cohésion sociale, la stratégie nationale de la prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent. Il y a eu la stratégie nationale de réconciliation et le pacte de vivre ensemble. Tous ces documents-là avaient été pratiquement élaborés et il restait à organiser un forum qui allait être, si vous voulez, le bouquet final avec, en tout cas c'était le projet sous le président Roch Kaboré, avec la présence des anciens chefs d'État pour sceller la réconciliation nationale. Et à ce moment-là, on allait tourner la page et repartir de nouveau. On sait ce qui s'est passé. Il y a eu le coup d'État du lieutenant-colonel Damiba qui a reconduit également la même priorité, puisqu'on a encore eu un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, M. Yero Boli, qui a repris aussi le bâton, qui a fait les tournées. Et le forum aussi était en vue. Et puis également, on a eu encore le coup d'État du 30 septembre. Et là, on voit qu'il y a un changement de paradigme, comme on dit, puisque la réconciliation nationale n'est plus un ministère plein, encore moins un ministère d'État, mais a été noyé dans le ministère de l'action humanitaire, l'action sociale, humanitaire. Et voilà. Donc, on a rétrogradé le sujet dans un ministère normal. Et la ministre qui est arrivée, Mme Somé, a poursuivi le travail et il semble que dans un premier temps, comme je viens de le dire, la réconciliation n'était plus tellement érigée comme une priorité. Je pense qu'elle a beaucoup traîné, mais actuellement elle est sur une dynamique pour organiser le forum
la réconciliation nationale. On ne sait pas quand ça va se passer, mais tout récemment, on a vu à l'Assemblée nationale, le gouvernement a été interpellé sur la question. Ils ont expliqué qu'ils voulaient éviter les erreurs des précédents gouvernements. En réalité, il n'y avait pas d'erreur. C'était un processus qui avait été élaboré avec un calendrier qui n'est malheureusement pas arrivé à terme compte tenu de ce qui s'est passé dans les changements politiques anticonstitutionnels. Alors, si on vous suit bien, ça veut dire qu'on est toujours sur la même ligne, mais que finalement, on a décidé de ne pas monter ce chantier de la réconciliation nationale en épingle. Absolument. C'est juste le grade qui a baissé, mais l'objectif de la réconciliation nationale n'est pas remis en cause. L'objectif n'est pas remis en cause, mais le moins que l'on puisse dire, Bernard Bougma, nous en avions même parlé sur ce plateau le 27 janvier dernier, on assiste à une rectification du processus de réconciliation. Il n'y a plus de ministère dédié à cette question, comme l'a dit tout à l'heure notre invité Joachim Vokouma. Une question qui est arrimée au ministère chargé de la solidarité, de l'action humanitaire. C'est un changement de cap quand même, un changement de vision, un changement de paradigme. Oui, et pour ne pas dire un changement de priorité. Voilà. Oui, quoi qu'il en soit, pour ce qui s'est passé au Burkina, on a besoin de se parler, de se réconcilier avec nous-mêmes, l'administration avec les administrés, les gouvernants et les gouvernés, parce qu'il y a aussi une administration qui a fait subir des torts à des gens. Il y en a qui regardent l'administration de loin et qui... Bon, voilà. La justice, c'est pareil. Donc, les différents segments de notre société, il y a beaucoup de choses, effectivement, à revoir. À côté, il y a ces injustices-là que des gens ont subies. Il y a eu ces mensonges sur des crimes de sang. J'ai dit bien mensonges, parce que la raison qui a été avancée, la raison officielle n'est pas la vraie raison. Il y a des familles qui portent ces deuils-là depuis longtemps, mais qui ne l'ont pas encore consommé, parce qu'elles se sont rendues compte qu'on leur a menti et tout et tout. Donc pour régler ces questions, ça va demander de la sérénité et surtout de la sincérité. De la sincérité parce que, je l'ai toujours dit, je ne crois pas aux réconciliations événementielles. Beaucoup de bruit autour, attendez, un tel doivent se, comme on appelle ça, se pardonner, puis on envoie les projecteurs et puis celui il dit se sont pardonnés. Non. Tout un événement autour d'une réconciliation. Les questions de réconciliation sont d'ailleurs des questions discrètes. Notre culture africaine l'enseigne. C'est dans la discrétion la plus totale que les négociations se mènent pour approcher, arrondir les angles. Il y a plusieurs autres outils que nos sociétés traditionnelles utilisent pour les questions de réconciliation où des gens ne se parlent pas, se sont jurés de ne plus s'adresser la parole à un moment donné, puis effectivement laisser tomber. Mais c'est quand tout ce travail de fond a été fait, toute cette discrétion a été opérée, que maintenant vient le grand jour. Ensuite, le jour où les gens sauront qu'il y a X ou Y qui se pardonnent, en fait, c'est la fête de la réconciliation, quoi. Ah, vous passez, vous entendez du Burundi, quoi. Non, il y a X, Y qui se sont réconciliés, nous sommes là pour lever le coup dans leur honneur. Ah, si ça c'est une bonne nouvelle, moi aussi je me joins à la fête. Mais on prépare toute une orchestration depuis le début jusqu'à la fin. À tel point qu'on est plus enclin dans la recherche du folklore que la qualité de la réconciliation. Est-ce que vous classez ce forum annoncé dans la catégorie des réconciliations événementielles, du folklore dont vous parlez? Si on pêche dans la méthode, ça va l'être. Et ça, parce que le Burkina a déjà eu une expérience de réconciliation événementielle qui a même été inspirée par le rapport du collège des sages. Comme la journée de pardon? La journée de pardon, qui a même été, je dis bien, c'est voulu et recommandé par le rapport du collège des sages, qui était un excellent travail qui avait été fait et qui permettait, qui ménageait même une bonne porte de sortie au président Blaise Compaoré. Malheureusement, il n'a pas vu la porte. S'il avait accepté, appliqué certains pans de façon courageuse de ce qui a été donné dans le rapport du collège des sages, il s'en sortirait par la grande porte. Et il y a des dispositions d'ailleurs de ce collège, de ce rapport-là, qui sont d'actualité aujourd'hui dans notre contexte actuel. Donc, les sages, effectivement, avaient vu juste. Maintenant, le monarque, il en a fait autre chose avec. Donc, il a escamoté les choses. Il allait... ce folklore, on l'a vu. Et comme la nature
ne sait pas tricher. Il y a des colons qui ont refusé de voler parce que les colons ne croyaient pas en la sincérité des hommes qui tiennent les colombes. La colombe est blanche, mais les mains là, et le cœur qui tient la colombe là, le cœur n'est pas blanc. La colombe ne va pas voler. C'était déjà décidé. Donc pour revenir dire que le forum, il est bien. Maintenant, quelle démarche pour aboutir au forum? Quel contenu on met dans le forum? Et qu'est-ce qu'on va dire pour mettre dans le forum? Oui, le président Blaise Compaoré, quand il est arrivé ici, est-ce qu'il a réconcilié le Burkinabé? Quand son retour organisé par le président Damiba, ça a créé plus de divisions, plus de frustration. Même l'appareil judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature a écrit pour dire non. Et maintenant c'était au boulot, mais elle se décharge. Il se décharge. Le conseil, le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature dit bon, c'est pas nous, hein. Ça relève du tribunal militaire, bon, mais mais quoi qu'il en soit, la vérité c'est que ça dérangeait plus de la lettre de comment on appelle ça, de demande de pardon qui a été lue par un membre du gouvernement. C'était un spectacle qui était désolant et beaucoup l'ont dénoncé. C'est vrai que sa fille est là, mais c'était à Kosiam. Vous demandez et puis c'était pas sa fille qui était en cause. Oui, c'est pas sa fille qui était en cause. Pour présenter vos excuses à une famille en votre nom. Mais vous connaissez, le président Blaise Compaoré étant de l'ethnie Mouaga, il sait si réellement pour la démarche, ils savent comment faire. Je dis bien de façon discrète avec les sages de Thomas Boquin et ceux de Zignaré pour régler ça. Mais on a voulu l'orchestration, on a voulu le folklore. Ça n'a pas marché. Vous voyez que des collaborateurs directs de Damiba viennent dire que j'ai été surpris. Certains disent même que c'était un poignard qu'ils ont reçu. Parce que quand des ministres de Damiba disent que je l'ai reçu comme un poignard, ce n'est pas nous qui sommes sur le plateau qui nous étions trompés en son temps de lecture. Ça dit que même dans l'entourage de l'équipe gouvernementale, même si peut-être qu'ils se sont parlé en 4 murs, mais on dit après que c'était un poignard. Et hier, il y a un conseiller spécial également qui était là qui disait que ça l'a sérieusement troublé cette affaire. Donc la réalité, elle est là implacable. Et si on veut aller à un vrai forum, allons-y avec la méthode. Sinon le folklore, ça va nous rattraper quelques mois même. Parfois même ça va pas atteindre un an. Quelques mois après, ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. L'a dit tout à l'heure Joachim Vokuma, ces questions de réconciliation, cette question de la réconciliation nationale n'est pas nouvelle. Elle est même antérieure au régime de Roch-Marc Christian Kaboré. On en parle depuis les indépendances pratiquement. Le gouvernement a été interpellé sur la question le 24 janvier dernier parce qu'il y a eu comme une mise en veille du processus depuis le coup d'État du 30 septembre 2022. Mais le représentant du gouvernement, le ministre des Sports, avait indiqué dans son message à la représentation nationale, si j'ose l'appeler ainsi, que concernant le forum, nous allons écouter, je le cite, nous allons écouter, apaiser les cœurs et aller au forum. Le forum est un aboutissement et non un début. Est-ce que vous comprenez ce changement de cap, si l'on peut dire, de ne pas faire du forum l'élément de début, mais plutôt d'en faire un aboutissement d'un processus qui aura déjà réconcilié les cœurs? Bon, ça aussi, c'est quoi qu'on dise, c'est une vision qu'ils ont partagée. Maintenant, je ne pense pas que ce soit juste le fait qu'on se soit rencontrés, qu'on ait discuté, qui mette fin à plusieurs décennies de problèmes sur le chapitre. Lorsque Zéphine Diabré occupait pleinement la question, avec un ministère plein accordé, on a vu égrener et répertorier tous les problèmes qu'il y avait. Et quand vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ils sont de plusieurs ordres. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Maintenant, pour les derniers venus, quand je parle de MPSR2, ils ont voulu faire de la question sécuritaire la question principale. Et ça, tous les Burkinabés sont d'accord. Maintenant, il y a des questions dont on ne peut se faire l'économie. Parce que même quand on fait la guerre, c'est uni les fils et filles qui parviennent à la gagner. Et donc, il y a un travail concomitant qu'il faut faire, notamment sur la question de réconciliation. La dernière fois, je l'ai dit sur le plateau ici, ça a révulsé certains, mais lorsqu'on écoutait le président Ibrahim Traoré sur les questions de réconciliation, et à la limite,
il y a eu des éléments sur lesquels il a dit, bon, on dirait qu'on en fait un peu trop. Alors que c'est une question de fond. Et si la représentation nationale elle-même interroge le ministre, et qui plus est, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, sur la question des réconciliations, ça veut dire que ça reste dans toutes les têtes à un moment donné. Et qu'il la reprenne, qu'il n'en fasse pas quelque chose de central, c'est toujours normal, parce que ce qui est central, c'est la sécurité, mais je dis c'est toujours quelque chose d'important. Et le ministre des Sports, quand il répondait, il a dit aussi quelque chose qui pour moi est intéressant. Il dit qu'il faut aller de façon sincère, il faut que ce soit inclusif. Bien sûr. Et que ce soit le dernier forum en la matière. Parce que la question de la réconciliation nationale, elle a été peut-être sincère par moment, mais elle a été aussi, quoi qu'on dise, instrumentalisée. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de craintes un peu par rapport à cela. Quand on prend le travail qui avait été fait sous ROC, ils ont fait toute la prudence. Même s'ils avaient dans leur calendrier le retour du ROC Kaboré et de Blaise Compaoré, ils y ont mis toute la prudence. Vous voyez comment ils y allaient avec les voyages à Abidjan et tout, et puis le flou qui était entretenu autour. Ils y allaient avec beaucoup de prudence. Quand on est revenu avec Damiba, mais c'est un matin. C'est-à-dire ça s'est passé en 3-4 jours et puis on a vu Blaise Compaoré arriver ici. Et ça a été brutal pour beaucoup de Burkinabés. Et ça a fait la cassure que ça a créé. Parce qu'on a voulu, on a instrumentalisé l'affaire. Et à un moment donné, certains Burkinabés ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Surtout qu'il y a des décisions de justice qui étaient encore fraîches, qui venaient d'être rendues. Donc, ça n'a pas eu l'assentiment de nombre de Burkinabés. Et ça, je pense que pour le MPSR2, ils en tirent le son. Et quand ils viennent au départ, dans la rectification dont ils parlent, vous sentiez en filigrane le penchant qu'ils soupçonnaient chez Damiba relativement à un camp. Et ça, je pense que ça a pris forme avec un retour qui n'a pas forcément été celui salué. Ils ne vont pas s'amuser à rentrer dans la même erreur. Ils savent peut-être que la question de réconciliation, elle est comment dire ça, elle est importante. Mais il faut aller avec toute la mesure, et ça, ils l'ont compris. Aller avec mesure, aller avec attention, aller avec prudence et atteindre les objectifs qu'on se fixe. Si besoin de réconciliation d'ailleurs été identifié pour être pris en compte lors de ce fameux forum Joachim Vokouma, on parle de réconciliation sociopolitique et socio-communautaire. On parle aussi de réconciliation sécuritaire, notamment avec les Burkinabés enrôlés dans les groupes terroristes, des communautés divisées par le terrorisme. On parle en troisième lieu de réconciliation économique et financière, ça concerne les crimes économiques et financiers. On parle aussi de réconciliation administrative, ce qui a trait aux frustrations individuelles ou collectives dues à certaines décisions administratives. Et enfin, on parle de réconciliation civique, qui renvoie à la défiance du gouvernement, parce que l'État est perçu comme injuste, prédateur et inefficace, favorisant les riches au détriment des pauvres. Tout cela doit s'insère actuellement dans une stratégie, dans cette nouvelle stratégie nationale de la réconciliation, qui se présente en fait, dit le document, comme le référentiel fédérateur des interventions de l'ensemble des acteurs de la réconciliation nationale pour la période de 2022 à 2026. Joachim. Oui, mais je n'avais pas très bien compris les propos du ministre de la Jeunesse à l'Assemblée législative de transition. Quand il dit que le forum doit être la fin et non le début. Mais c'est exactement le même processus qui avait été enclenché. Le forum était, je disais tout à l'heure en entrée, le forum était le bouquet final, l'aboutissement, oui, l'aboutissement du processus qui allait rassembler les Burkinabés dans un forum avec la présence des anciens chefs d'État pour prendre acte de la réconciliation et tourner la page. Donc, je n'ai pas très bien compris pourquoi il a dit que ça doit être le forum doit être la fin. Et non le début. Peut-être que le ministre sentait qu'on voulait forcer pour organiser ce forum sans avoir réuni toutes les étapes qui conduiraient naturellement à ce forum. Je n'en sais rien. C'est une supposition. Non, moi j'imagine aussi qu'il fait référence à ce que Bernard Bougma a exprimé tout à l'heure, la manière dont le chef de l'État Damiba avait
précipiter l'arrivée de Blaise Compaoré pour forcer en quelque sorte la réconciliation. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais sous le président Roch Kaboré, c'était pas ce processus-là qui était prévu. Même on a effectivement appris que à l'intérieur du gouvernement, il y a eu des frictions. Des gens n'étaient pas très informés, n'étaient pas très d'accord avec la démarche qui avait été entreprise par l'Amiral de faire venir Blaise Compaoré comme ça à l'improviste, sans préparation. Donc on a vu le résultat désastreux que ça provoquait. Mais même quand le ministre Bouli a pris en charge le dossier, il a rappelé un jour, lors d'une conférence de presse, qu'il y a tout un budget qui a été voté pour dédommager les familles. Dans cette affaire, vous savez, c'est parce que le HCOR n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Si le HCOR avait fait son travail jusqu'au bout, ça allait faciliter le reste. Parce que les 5000 et quelques dossiers... C'est 5600 ou 5400 qu'on lui a en tout cas, plus de 5000 dossiers. Voilà, qu'on lui a fié. Il n'a pu régler que partiellement, que 5 ou 6 comme ça, sur 5 ans. Bon, ce qui est quand même une déception. Une grosse contre-performance. Ah oui, sportivement, c'est une grosse contre-performance. Or, dans ce dossier-là, il y a des familles qui ne veulent pas aller en justice, qui n'exigent pas vraiment la justice. Ils veulent simplement qu'on leur dise où est-ce que le membre de leur famille a été enterré, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi. C'est tout. D'autres peut-être iront devant un tribunal. Mais le gros de ce dossier-là, c'était des dossiers qu'on pouvait régler en faisant une délégation pour aller voir les familles, pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà où se trouve le membre de votre famille, voici sa dépouille, enfin sa tombe. On vient demander au nom de l'État la réconciliation nationale, le pardon, et à ce moment-là, ils vont établir les modalités de réparation. Et l'affaire allait très bien se passer. Bon, maintenant, le problème, c'est que ce dossier n'a pas été bien traité, et le ministre Bouli avait repris la suite et tenté également de commencer. Je crois même qu'actuellement, il y a des dédommagements qui ont commencé, et c'est ce travail de dédommagement-là qui est assez long, qu'il ne faut pas précipiter. Je pense que la ministre là aussi, qui était gouverneur, je crois, dans vous parlez de la ministre de la Solidarité nationale, et donc qui connaît très bien le dossier, à regarder, et je pense qu'elle va aller aussi avec prudence. C'est vrai que la sécurité est devenue la priorité numéro 1, mais le forum, de toute façon, va aboutir. C'est une obligation, mais il faut que lors de ce forum-là, toutes les familles, tous les Burkinabés qui se sont sentis frustrés, spoliés, injustement brimés, se retrouvent pour que la réconciliation soit sincère. Mais je voulais ajouter une chose, c'est que quand on regarde le contexte actuel, il y a des gens qui sont en train de créer encore les conditions d'une division future. Il ne faut pas qu'après le forum, là, on soit obligé encore de faire notre forum pour réparer des torts qui sont actuellement en train d'être commis. C'est pour ça que le pacte sur le vivre ensemble là, est un document aussi fondamental qui interpelle tout le monde, et il y a eu un débat dans toutes les régions pour recueillir les avis des uns et des autres, les suggestions. Donc ce forum va arriver, je ne connais pas, on ne sait pas quand ça va se passer, mais l'essentiel c'est qu'à ce forum-là, tout le monde soit réuni et qu'on tourne la page de ce passé qui nous divise, et qu'on aille tous dans la même direction, d'autant qu'on fait face à une situation où l'existence même de notre État est en cause. C'est-à-dire, quand on est à Ouaga, on ne se rend pas compte. Il faut aller en province pour s'en rendre compte. Pour s'en rendre compte, il faut tourner la page, il faut qu'on avance, il faut qu'on retourne et qu'on retombe en fait sur nos pieds. Vous avez dit quelque chose d'essentiel, la réconciliation suppose le pardon, mais évidemment, les nouvelles autorités le disent également, on ne peut pas faire acte de pardon si on ne dit pas la vérité, n'est-ce pas, Bernard Bouba? Oui. La vérité est également au cœur de cette stratégie nationale de la réconciliation. Tout à fait. C'est pourquoi il y a des familles qui ne veulent même pas de l'argent. Comme l'a dit M. Vokoma, qui attendent qu'on dise le membre de votre famille a été enterré ici, voici comment les choses se sont passées. Il y a des familles qui savent même ce qui s'est passé. Maintenant, un représentant de l'État est sorti à la télé et a menti à la famille. Et la famille sait. Elle connaît la vérité, elle sait ce qui est arrivé à leur papa ou à leur maman.
elle est assise, elle a ça. Mais on leur a menti droit dans les yeux à la télévision. Ces familles également attendent. Elles ont même enterré leur, comment on appelle ça, leurs parents. Mais elles attendent, elle attend qu'un représentant du même État vienne dire, fasse preuve de vérité. Et dire on vous avait menti. Le même État, au nom de l'État, nous venons vous demander pardon. Ça n'a pas été comme ça. Ça a été ça. Ça a été ça. Et nous sommes venus demander pardon pour ce mensonge-là. Et le problème de cette famille aussi est réglé. Elle n'a pas forcément besoin d'argent. Donc il y a ces questions. Donc ça demande aussi de la vérité. Oui. Dans l'affaire David Ouedraogo, Norbert Zongo, il y a combien de zones d'ombre, combien de non-dits? Ça a commencé par une affaire de mal d'argent dans toute cette affaire-là. Finalement, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il y a eu il y a combien de familles qui ont été déstructurées à cause de cet événement, à cause du fait qu'au lieu d'envoyer un citoyen burkinabé dans un commissariat ou dans une gendarmerie, on l'a envoyé dans une garnison militaire, qui n'était pas un commissariat ni une gendarmerie. Et le tort d'un journaliste, c'est d'avoir dit, vous l'avez amené là, c'est pas là-bas, vous deviez l'amener. Son tort aussi a été de dire, allez-y à la famille, reconnaissez et indiquez la tombe, et puis on passe à autre chose. Son tort a été seulement de demander ça. Rien que pour avoir demandé ça, lui aussi doit disparaître. On a pris de la liberté, de la légèreté avec la vérité. Donc certains sont étonnés de comment est-ce que leur privilège là, ça a pris fin. Non, c'est divin. Ça ne peut pas ne pas... Ceux qui regardent savent que ça va finir comme ça. Donc on a tellement abusé du pouvoir d'État, de l'appareil d'État, de la force publique. Donc on a utilisé des gens assermentés pour sécuriser le citoyen. On l'a utilisé contre le même citoyen dans la vérité. Non, il y a un problème. Donc ce sont ces choses-là qu'il faut faire dans la vérité et dans la sincérité. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est pas vous dire ouais, tuez-le. Non, c'est pas d'abord ça. C'est de reconnaître. Voilà. Donc je pense que nous sommes dans cette logique. Maintenant, il y a des crimes économiques. Il y a des gens aussi qui ont eu des carrières brisées. Il y a un citoyen burkinabé pour avoir prêté son nom à un film, a eu toute sa carrière brisée. Oui. Rien que pour sa voix. Pour avoir prêté sa voix à un film documentaire qui disait des choses qui dérangent. Il n'a pas écrit le texte. Sa voix cadre avec, il a lu seulement le texte. Ça a été suffisant pour ruiner la carrière à vie de quelqu'un. Et tout cela... Ah oui, mais c'est injuste. Donc il y a tout ça qu'on traîne. Donc il y a eu des gens utilisaient l'appareil administratif pour taper des gens. Ou bien vous regardez un dossier qui a dit tu votes, vous dites ce dossier-là on ne peut pas. Donc je ne veux pas citer de noms parce qu'il y a plusieurs autres implications. Mais il y en a à l'appel. Donc pour avoir refusé de traiter un tel dossier parce que ça a telle ou telle implication, ça a telle ou telle connotation, parce que vous êtes un bon technicien, vous connaissez votre boulot. Et votre tort, c'est de vouloir faire correctement son boulot. Et la même administration vous fait la force. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui portent de l'aigreur à cause de ça. Sa famille a été ruinée, ses privilèges lui ont été retirés, alors qu'il n'a fait que le boulot pour lequel il est payé et formé. Sur le dos du contribuable burkinabé. Mais on l'a sanctionné. On fait quoi? Donc, de la sérénité. C'est pourquoi j'ai dit sérénité et sincérité. Sinon, nous allons retomber dans les mêmes travers. Mais effectivement, le forum doit venir pour couronner tout ça. C'est pourquoi j'ai dit le processus d'une réconciliation là. Le jour qu'on va lever les tours, c'est réellement la célébration. Ce n'est pas le début de dire qu'à partir de maintenant on va commencer à se parler. Non, c'est l'aboutissement. Il faut s'être parlé. Mais si c'est mal ficelé, les colombes vont retomber sur le gazon. Et il ne faut pas que les colombes retombent sur le gazon. Dans le triptyque vérité, justice et réconciliation, Geoffroy Vara, il y a une grosse part qui doit être accordée à la vérité. En disant même que c'est la vérité qui doit être l'essentiel du processus de réconciliation. C'est vrai que sur la question, beaucoup ont le raccourci de passer à la réconciliation sans des étapes qui sont des étapes importantes. Mais ça, c'est selon le côté sur lequel on se positionne, et il y a beaucoup qui ont même demandé à ce que on voit des exemples qui se sont faits ailleurs, et donc qu'on tombe comme ça dans le pardon, alors que beaucoup n'ont pas reconnu ce qu'ils ont fait aux autres, et ça c'est quand même assez difficile. Et rappelons-nous que
peut-être qu'on en parle comme ça, mais il y avait des chiffres quand même qui avaient été donnés. Vous parliez des 5600 dossiers, mais sur les 5600 dossiers du HCROUN, il y avait quand même 4800 ou 4600, si ma mémoire, 4800 qui concernaient les questions de réconciliation nationale. Et ce qui avait été répertorié en 2018, il était question d'un peu plus de 1600 cas qui concernent les conflits agro-pastoraux. Quand vous regardez, il y a aussi les conflits de chefferie. Il y a des conflits même dans le secteur des mines. Il y a, sur le plan politique, ils en ont dénombré, je pense, c'est 67. Et politique pure et dure. Il y en a beaucoup, même les faits inter- et intra-religieux. C'est ça. Et tout ça, c'est des typologies. Et quand vous voyez la façon dont ça a été stratifié, ça tient compte des travaux qui ont été menés auparavant, qui font qu'il y a un genre de cloisonnement qu'on peut faire sur des typologies pour pouvoir évoluer et les regrouper ensemble. Mais moi, j'ai toujours une crainte légitime. Quand on dit qu'une question elle est majeure, dans l'organisation et dans la posture, dans sa structuration, ça se sent. Aujourd'hui, la question de réconciliation nationale, depuis les débuts, parce qu'on n'en a pas fait quelque chose de si important, c'est logé là où il y a l'action humanitaire, qui est une question qui est très forte aujourd'hui, quand on regarde le nombre de déplacés. Comment est-ce que ça va être géré avec une préoccupation dans un ministère où il faut s'occuper de cette question qui est prégnante. Nos déplacés internes, beaucoup de pression. Ah oui, nos déplacés internes sont de plus en plus nombreux. Presque 2 millions. Et là-bas, il faut loger la question de solidarité qui est un peu liée à la réconciliation nationale, la question du genre et de la famille. Voyez un peu. Donc, il peut y avoir eu aussi une erreur de départ. Mais il y a aussi, pour moi aussi, un avantage. C'est qu'il y a un bon boulot qui avait été fait avant. Il y a une bonne approche du problème, parce que de l'analyse et du diagnostic qui a été fait, sur lequel on peut, je pense, s'adosser pour pouvoir continuer les choses. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Mais il faudrait que ce soit vraiment inclusif et que ce ne soit pas, et je le rappelle encore, un genre de faire valoir. Et puis, comme Bernard le disait, on vient, on jette les colombes et puis on va. Et n'oublions pas, moi j'ai donné des chiffres de 2018, mais depuis lors jusqu'à maintenant, on en crée des conflits. Aujourd'hui, regardez comment les gens se parlent. Regardez comment les gens se parlent. Regardez et écoutez les audios qui circulent. Voyez les menaces qui sont en train d'être faites. Donc, on est comme dans un cercle vicieux et on ajoute de la boue à la boue. Alors que si on veut aller dans une dynamique aussi qui est maintenant celle d'amorcer un cercle vertueux, il faut commencer à être rigoureux aussi sur certains écarts dès maintenant. Je crois que ça, c'est important et ça doit être vraiment encadré. Mais c'est bon déjà que sur la question de réconciliation nationale, on sent qu'il y a une prise de conscience, qu'on ne peut pas, c'est vrai, faire la guerre et oublier que si on n'est pas unis, si on ne sait pas parler, si entre nous, on n'a pas crevé l'abcès, ça risque d'être encore plus difficile. Oui, il faut crever l'abcès, il faut pacifier l'espace public, parce que parler dans l'espace public, ce n'est pas banal. Il faut savoir ce qu'on dit, pourquoi on le dit. Il faut sous-peser les mots, il faut avoir le mot juste parfois. Il faut être civique dans la circulation, civique dans ses propos, et pour que le vivre ensemble puisse fonctionner et renaître dans ce pays. C'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Un invité au cours de cette audience, Joachim Vokouma, directeur de publication de Cassetto.net, et nous parlons de la stratégie nationale de la réconciliation, une stratégie qui a été adoptée récemment et qui ambitionne ou vise à promouvoir une nation, je cite, une nation réconciliée avec elle-même, fortement marquée du sceau d'une cohésion durable à l'horizon 2026. C'est ce que vise cette stratégie nationale de la réconciliation, Joachim Vokouma. Mais en même temps, aujourd'hui, l'affaire Thomas Sankara est également un pendant de cette réconciliation nationale. Bien heureusement, il y a eu ce procès qui a évacué l'affaire sur le plan judiciaire. Mais il y a comme toujours des antagonismes au sujet de ce qui aurait pu aussi être un élément fédérateur, c'est-à-dire la réinhumation des restes de Thomas Sankara et de ses compagnons. Oui, juste pour ajouter sur la réconciliation nationale, il y a eu quand même 2 séquences judiciaires
qui étaient des obstacles vers la réconciliation. Il y a eu le procès Thomas Sankara, il y a eu le procès Dabo Boukari. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu le procès Norbert Zongo, mais ce sont quand même deux rendez-vous judiciaires qui sont fondamentaux, importants dans le processus de réconciliation nationale. Parce qu'on a vu que, je suis sûr que parmi ces familles-là, maintenant, ils sont disposés, ils ont l'esprit plus disposé à aller à la réconciliation nationale qu'avant le procès. Bon. Maintenant, sur évidemment ce que vous sur cette réunionation, qui aurait pu être un grand moment fort aussi, un moment fédérateur, puisque le procès a été conclu. Oui. Puis maintenant, on aurait pu assister à une symbiose, à une union des cœurs, à un apaisement véritable au niveau de la famille, des différentes familles, je dirais, et de l'État. C'est un projet aussi qui était déjà sous la table, sous Roch Kaboré. En fait, il y a deux séquences. Il y a la réunion des restes de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, puis il y a les funérailles nationales qui devaient être organisées et auxquelles étaient attendus des chefs d'État étrangers. Rawlings, par exemple, avait donné son accord pour venir. Bon, malheureusement, il nous a quittés. Mais il semble qu'il y a le président du Rwanda qui est aussi, qui est très intéressé pour participer à ces funérailles-là. Voilà. Mais ces derniers temps, effectivement, on a vu toute une série de communiqués assez désolants, puisque le gouvernement a annoncé que de concertation avec les familles, et les restes seront réunis au conseil de l'entente, au siège du mémorial Thomas Sankara, qui abrite également le conseil de l'entente. Et que c'est au terme d'un processus avec les familles et avec les services de la commune de Ouagadougou. Parce qu'à un moment donné, certains ont pensé au site du mémorial des héros, à Ouagadougou 2000. Bon, sauf que l'endroit n'est pas habilité à ça, c'est pas sécurisé, et finalement c'est le siège du conseil de l'entente, le mémorial, qui a été retenu pour deux raisons. D'abord, c'est là que les événements se sont produits, dans une enceinte militaire. Thomas Sankara était un militaire, donc le corps, on sait que dans l'armée, quand un militaire décède, le corps appartient à l'État, à l'armée en tout cas. Deuxièmement, c'est sécurisé. Et ensuite, il y a une dimension religieuse, traditionnelle. Vous savez que chez les Mossé, ce qu'on appelle une mort violente, une mort rouge, je te fais la traduction littérale, une mort rouge, on l'enterre sur place. On ne déplace pas le corps. Quand quelqu'un meurt accidentellement, ou par pendaison, ou en tout cas par voie anormale, c'est sur place qu'on l'enterre. Parce qu'on estime que si on ne l'enterre pas sur place, ça peut reproduire, enfin, le même malheur peut se reproduire à l'infini, parce que ça veut dire qu'on a banalisé l'événement. Donc, pour toutes ces raisons-là, le choix du mémorial était bien indiqué. C'est sécurisé, 24 heures sur 24. Vous vous rappelez qu'à Dagnoé, la tombe de Thomas Sankara a été profanée une fois, au moins une fois à Dagnoé. C'était à l'air libre. Or, au conseil de l'entente, c'est protégé, c'est sécurisé, on n'y accède pas n'importe comment. Maintenant, dans la famille, il semble qu'il y a quelques... Et puis pour en rajouter, ça s'insère dans un projet général, du mémorial qui constituerait donc un site intéressant, qui est d'ailleurs déjà classé comme le site cristallisant le plus grand nombre de visites actuellement. En tout cas, Et donc, dans un projet plus grand, avec un mausolée, avec des visites, avec un musée, etc. Tout à fait. Bon, il semble que dans la famille, il y a quelques discordances sur le lieu. On a vu un communiqué qui est signé par les membres de la famille. Bon, on ne sait pas très bien combien de personnes de cette famille-là ont signé ce document, mais il semble qu'il y a un peu une divergence. Mais on verra. De toute façon, le gouvernement a décidé que les restes seront inhumés d'ici la fin de ce mois. On verra à la cérémonie de réunion quels sont les membres de la famille qui seront là. Est-ce que les vieux qui sont à Tema Bokin seront là? Est-ce que parmi les frères et sœurs de Thomas Sankara qui sont ici et qui sont à l'étranger, est-ce que certains seront là? Bon, on va apprécier.
On va apprécier, mais ce qui est sûr, c'est que la décision a été prise et je ne suis pas sûr que l'État va revenir sur cette décision-là. Après, il y aura les funérailles nationales, peut-être autour du 15 octobre, prochaine date d'anniversaire de cet événement malheureux. Alors cet événement aussi est un événement selon vous qui devait peut-être est un élément de la réconciliation nationale selon vous? Oui, c'est une pièce, c'est un élément fondamental, c'est d'ailleurs l'une des pierres angulaires. Vous savez qu'à partir de la période révolutionnaire, on a pris un autre tournant. Voilà, parce que c'est juste d'ailleurs avant ces événements qu'on a eu le crime politique en novembre 82 avec les Imbadembi, c'est parti de là. Donc ça a été pratiquement un tournant où des vies humaines ont été arrachées, où des carrières ont été brisées, et où donc ça a été un grand tournant. Donc travailler à réconcilier les Burkinabés avec cette période, c'est un travail fastidieux, mais il faut le faire. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Thomas Sankara, bon, vous savez, au Burkina, il y a des sujets qui divisent, hein, et il y a des dates qui divisent, selon son positionnement politico-idéologique. Donc, le dossier Thomas Sankara ne fera pas l'unanimité au Burkina Faso de façon éternelle. Ça, ce n'est pas possible. Mais on peut s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'une vie a été enlevée avec 12 autres compagnons. Voilà. Ça, au moins, 13 vies ont été enlevées le 15 octobre. Ouais, dans l'après-midi. Ça, c'est un fait. Maintenant, comment est-ce qu'on gère? C'est beaucoup plus là maintenant que la situation devient délicate. Il y a des gens qui se sont battus, qui n'ont pas connu Thomas Sankara. Il y a des jeunes qui n'ont pas connu Thomas Sankara, qui ne l'ont connu qu'à travers les livres, mais qui ont endossé le dossier de Thomas Sankara, mais qui ont risqué leur vie à cause de ce dossier, sans avoir connu Thomas, sans avoir vu son épouse et ses enfants, même une seule seconde, en dehors des photos ou de la télévision, sauf quand Mariam Sankara est revenu au Burkina. Mais qui se sont investis corps et âme et ont payé un prix quand même à un niveau pour leur engagement là, et qui pensent que est-ce que au rendez-vous de l'histoire d'ailleurs on tient compte aussi de la vie de ces messieurs, de ces dames qui ont beaucoup risqué pour ce dossier et qui se disent enfin. Donc c'est très délicat aussi parce que il appartient à une famille. Mais question, si l'État burkinabé dit bon ok, compte tenu du fait qu'il y a des implications religieuses, l'État s'en lave la main, la famille vient prendre les restes, vous l'enterrez où? Parce que j'ai dit c'est très délicat. Donc il y a que c'est un chef de l'État. Il est arrivé à un niveau où même de son vivant il n'appartenait même plus à sa famille. Vous regardez son comportement, il n'appartenait même plus à sa famille. La famille l'oublie. Parce que même jusqu'au café, il n'en payait même plus pour la famille. Il était dans une autre dimension. Donc, c'est tellement sensible que le traitement est délicat. Mais je pense que c'est mieux que les uns et les autres se parlent avec suffisamment de recul, de sérénité, de responsabilité. Nous allons pouvoir nous entendre. Sinon, si on gère mal ce dossier, ça va être très, très difficile. Mais on ne verra pas un être humain faire l'unanimité, même au sein de sa famille, à l'échelle État et même hors de l'État. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas faire l'unanimité, il faut que les uns et les autres se parlent, je dirais même se parlent à nouveau pour arriver à un consensus utile. Geoffroy va sur cette question. On peut quand même comprendre la famille qui n'a pas envie de voir Thomas Sankara être enterré là où il est tombé parce que ça leur rappelle des souvenirs pas intéressants du tout. Oui, c'est vrai que bon, ils disent que le lieu de recueillement est inadéquat pour toute la charge qu'il recèle. Pour certains, c'est bien l'argument même principal pour qu'il y soit inhumé. Donc, je veux dire, c'est une question de perception. Et puis, au-delà de tout, moi je pense que Sankara lui-même l'a dit, vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire. Maintenant, il reste à l'inhumer. Pourquoi? Il a vécu ça pleinement. Maintenant, les tiraillements autour, c'est vraiment dommage. Et puis, le communiqué qui était signé du porte-parole du gouvernement est assez clair. On parle d'une rencontre des forces armées élargie à la famille et à la mairie. Quand on dit élargie, ça veut dire que ils deviennent la périphérie. Sankara n'appartient plus seulement qu'à sa famille.
Donc ça, c'est pour moi une dimension qu'ils doivent intégrer. Maintenant, j'ai lu aussi le communiqué de la famille, c'était le 2 ou le 3 janvier, qui demandait que l'inhumation se fasse plutôt du côté de Ouaga 2000. Mais il y a le terme à l'unanimité. Ça traduit, pour moi ça trahit quelque chose. Est-ce que vraiment la famille à l'unanimité a cette position-là? Et puis pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas arrondir les angles? C'est la grande question que je me pose. Je ne vais pas rappeler ce que Vokouma disait tout à l'heure. On connaît nos présenteurs culturels qui font que si on veut bien lire dans nos us et coutumes, ce n'est même pas un débat que de l'enterrer à l'ancien conseil de l'entente. Donc du coup, ça devient tellement naturel. Pourquoi il y a ce débat? Et puis, Ouaga 2000, ça représente quoi forcément pour qu'on veuille l'enterrer là-bas, l'inhumer? Oui. Quelle symbolique, quelle signification ça a même pour Sankara? Et je me pose aussi la question, est-ce que le projet sur l'ancien conseil de l'entente a vraiment l'assentiment de tout le monde au sein de la famille? C'est la grande question aussi qu'il faut se poser, puisque le projet lui-même est bâti en intégrant l'inhumation, la réinhumation de Sankara sur les lieux. C'est ça. Donc derrière, il y a beaucoup de questions qui ressortent là. Mais je crois aussi que, comme on dit, diriger ces tranchées, l'État a décidé. Maintenant, ça sera dommage que des membres de la famille ne viennent pas si c'est l'ancien conseil de l'entente qui est maintenu comme cela avait été dit. Ça va être vraiment dommage parce que ici, c'est le dernier hommage que vous rendez à quelqu'un, à un proche. Il est parti, il a vécu sa vie pleinement. Et si vous devriez être absent à cela, parce que vous ne vous êtes pas entendu avec, il faut pour moi, voilà, il faut voir les choses autrement. Et tout mon souhait, c'est que à la fin, ils arrivent à arrondir les angles pour qu'ils soient présents. Sinon, ça va être vraiment dommage. Ça sera vraiment dommage de ne pas trouver une situation d'ensemble. Ce sera un moment, je crois aussi, une étape importante dans l'histoire de ce pays qui a tellement souffert et qui continue de souffrir. Ça peut effectivement inverser certaines tendances. Espérons que les choses s'arrangent. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé pratiquement à son terme. Je voulais vous demander de faire un dernier tour de table sur les conditions que vous semblent prioritaire pour impulser cette dynamique de la réconciliation nationale, mais ce n'est que partie remise. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité qui a évoqué le chantier de la réconciliation nationale au Burkina avec Joachim Vokouma, que je remercie. Il est directeur de publication de Kasseto.net. Merci d'avoir honoré notre convocation. Pour l'invitation. Merci également aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Bernard Bougma, merci. Merci. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Et puis, vous le savez maintenant, je voudrais n'a jamais rien fait, j'essayerai à faire de grandes choses, je veux à faire des miracles. Soyons donc tous partisans du je veux, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.